Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui car je vais vous parler je vais vous faire une conférence sur l'Odyssée de l'espèce. Alors donc, voilà, donc je ne suis pas archéologue, je suis encore moins paléontologue et encore moins archéo-paléontologue. Mais j'ai suffisamment étudié la paléontologie et l'archéologie pour un petit peu me dépatouiller dans cette fameuse Odyssée de l'espèce. Alors l'Odyssée de l'espèce, comme vous le savez tous, elle commence au début du tertiaire. Il y a 65 millions d'années, enfin 70 millions d'années. 70 millions, 65 millions d'années. Alors, il y a un premier préhominien, un mammifère, pas plus gros que la taille d'un rat, qui est le Purgatorius. Le Purgatorius. Il vécut il y a 110 millions d'années. Alors, il a résisté à l'extinction catée, c'est qu'à à l'extinction crétacée euh, tertiaire, ou plutôt l'extinction crétacée paléogène, euh, paléogénèse, et c'est un donc mammifère très robuste. Alors à partir de ce mammifère très robuste, ce Purgatorius, il y a deux flèches, une flèche à droite, une flèche à gauche. Celle de droite va vers les lémuriens et celle de gauche va vers les tarsiers. Alors à partir de la, euh, hum, de la ligne, de la flèche plutôt, qui va vers les lémuriens, il y a une flèche qui se situe au milieu et qui va vers l'amphipithèque de Birmanie. Alors l'amphipithèque de Birmanie, c'est un, c'est un euh, chaînon manquant qui est découvert en 1986 en Birmanie et qui vécut il y a 44 millions d'années. Mais avant de rentrer dans cette hiérarchie et dans cette constitution, j'ai oublié de vous dire qu'il y a le Purgatorius qui a survécu à l'extinction catée, c'est-à-dire euh, Crétacé tertiaire. C'est d'une part le fameux météorite ou astéroïde plutôt d'une dizaine de kilomètres de large qui s'est écrasé et qui a créé le cratère de Chicxulub il y a 66 millions et 38 000 années, 66 millions 038 000. Donc qui a créé une onde sismique, qui a créé un tremblement de terre prodigieux, qui a fait le tour de la Terre, car ce tremblement de terre était de la magnitude de 11 degrés. Maintenant, il a résisté également aux trappes du Décan, du nord de l'Inde, qui s'est déroulé à peu près 50 000 ans après l'écrasement de l'astéroïde sur la Terre. Voilà. Donc, une fois cela dit, revenons à l'amphipithèque de Birmanie. À partir de l'amphipithèque de Birmanie, il y a deux flèches. Il y a une flèche qui va vers les singes de l'Ancien Monde et une flèche qui va vers les singes du Nouveau Monde. Alors, les singes de l'Ancien Monde, qui sont-ils? Il y a les rhinopithèques, les langurs, les nasiques, les simias, les singes du Nouveau Monde. Qui sont-ils? Les capucins surtout, hein. Mais la flèche qui va vers hum, euh, vers les singes de l'Ancien Monde, il y a une bifurcation qui se dirige vers le Proplyopithèque, c'est des préhominiens, hein. Le Proplyopithèque, qui vécut il y a 40 millions d'années. Ensuite, il y a le Dryopithèque, qui vécut à 19 millions d'années. Et ensuite, le Kéniapithèque, qui vécut à 13 millions d'années. Ce sont des préhominiens. Ils donnent tous, ils se confondent tous après dans le proconsul. Le proconsul est un singe arboricole qui vécut il y a entre 6 et 12 millions d'années et qui vécut dans les arbres. Alors il y a une première dichotomie à partir de ce singe arboricole qui a une capacité crânienne de 167 cm3. Donc très très petite boîte crânienne, très très petit cerveau.
Il n'y a pas encore de protéines, bien sûr, hein. Donc, ils ne mangent pas des protéines. Il y a de première dichotomie. Les pangidés d'un côté, les orang-outans, les gorilles, les gibbons, les chimpanzés, et de l'autre côté, les hominidés. Voilà, les hominidés. Alors, les voilà, les hominidés. Donc, on arrive aux hominidés. Alors, il y a un grand singe qui vivait, il fut un temps où il vivait dans les arbres. Et il se disait, oh là là, c'est extraordinaire, ma vie dans les arbres est très belle, mais alors, à l'extérieur, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand. C'est un extérieur très, très dangereux, certes, très hostile, un extérieur vaste, gigantesque. Que se passe-t-il avec ce toit au-dessus, avec ce toit et toutes ces lumières? C'est extraordinaire. Et si je m'aventurais un de ces jours sur la savane, que j'allais marcher un petit peu, que j'allais voir un petit peu ce qui se passe, hein, que je descendais de mon arbre. Donc on s'éloigne de son arbre, il s'éloigne des pongidés, des grands singes. Et la longue marche commence. La longue marche commence. Alors, à partir de ce grand singe qui commence sa longue marche, il y a une deuxième dichotomie. Il y a le Sahelanthropus toumaï, qui vécut il y a 7 millions d'années, et il y a de l'autre côté, il y a l'aurorine tuganensis, qui vécut il y a 6 millions d'années. Ce sont des singes bipèdes, cousins. Alors, euh, le, le premier, c'est-à-dire le fameux toumaï, Sahelanthropus toumaï, il donne les australopithèques. Ces deux-là vont donner les australopithèques. Donc, à partir de ce grand singe, il y a 5 ou 6 espèces de grands singes qui vont évoluer par radiation évolutive et qui vont aboutir à l'homme. Mais cette évolution ne se fait pas ne s'est pas faite du jour au lendemain, hein. Nous allons voir maintenant cette évolution. Donc, il y a un premier segment à partir du Sahelanthropus toumaï. Il y a un premier segment, c'est l'Australopithecus africanus, euh, Lucie. Lucie qui vécut, il y a 3,4 millions d'années, qui avait une taille de 1,20 m, un poids de 25 kg, 25 kilos, et un très petit cerveau, peut-être 300-400 cm3. Il y a également il y a également un cousin l'Australopithecus robustus, qui disparut il y a 1 million d'années. Alors, Lucie va donner, en s'accouplant à d'autres cousins, en s'accouplant avec un autre cousin, elle va donner l'Homo habilis. Alors, l'Homo habilis vécu il y a 2,4, 1,6 millions d'années. Il mesure à peu près 1,20 m, 1,50 m. Il a une boîte crânienne de 600 cm3. Donc, il s'aperçoit que la partie taillée de la pierre coupe la pierre. La partie taillée de la pierre coupe même la main. Et pourquoi pas la viande, se dit-il. Donc, il commence à couper la viande. Donc, en coupant la viande et en la mangeant crue, bien sûr, car la cuisson n'existe pas encore, en, en, en coupant la viande, il la mange, et en se sustentant ainsi, il y a un apport de calories. Voilà. Et cet Homo habilis va commencer à construire quelques habitations. Il va commencer à édifier quelques habitations. Mais ensuite, cet Homo habilis, cet homme habile, puisque c'est la première
c'est la première manifestation ou action de l'homme sur la nature, cet Homo habilis va commencer à voyager. Donc, il va se transformer en Homo ergaster. Ergaster, c'est-à-dire l'homme l'homme dressé, l'homme marcheur. Alors, on voit l'Homo ergaster, 2,2 millions d'années à 1,1 ou 1 million d'années. Voilà. Donc on le retrouve en Europe, plus tard en tant que Homo sapiens. On le retrouve également en Chine, en tant que synanthrope, à Java en tant que pithécanthrope, et au Moyen-Orient, notamment en Israël, en tant que néandertal. Alors, ce fameux Homo ergaster marche beaucoup. Il marche. Donc, va marcher, marcher. Il est également grand comme l'Homo habilis. Il mesure de 1,20 m à 1,50 m, à peu près. Voilà. Donc, euh, euh, il marche, il marche, il marche, et aux alentours de 1,9 million d'années, jusqu'à 300 000 ans, il y a un nouvel homo qui va apparaître, c'est l'Homo erectus, l'homme dressé. Alors il est un peu plus intéressant de parler de lui, car c'est un, c'est c'est lui qui fait, il va voler le feu d'abord. Il va faire l'apprentissage du feu. C'est-à-dire qu'il va voir un arbre qui brûle, il va y mettre sa lance va commencer à brûler, puis il va pouvoir allumer un autre feu, c'est-à-dire un autre arbre, et ainsi de suite. Et d'un autre arbre, il va arriver aux branches, et aux branches, il va arriver un petit peu au feu de broussailles, puis au feu de petites branchettes, voilà, de petites branches. Donc, il fait l'apprentissage du feu. En faisant l'apprentissage du feu, il fait l'apprentissage de la cuisson. La cuisson de la viande. Il va commencer à cuire la viande. Et en cuisant la viande, il va y avoir un apport de protéines extraordinaires qui vont s'accumuler, et son cerveau va devenir beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'il va avoir une taille déjà de 1,70 m et une capacité au niveau de la boîte crânienne supérieure à 1000 cubiques, à 1000 centimètres cubiques. Et donc, euh, c'est un, c'est un, il mange donc de la viande cuite. Ce sont d'abord les parents qui mangent. Les enfants doivent attendre. Et les enfants doivent demander s'ils veulent manger. Ils doivent demander aux parents. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Homo erectus. Mais aux alentours de 125 000 ans avant notre ère, l'Homo erectus devient néandertal. Le néandertal mesure 1,1 m et une capacité quand même au niveau de la boîte crânienne de 1750 cm3. Et le néandertal va devenir l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme de Cro-Magnon, que l'on trouve en France notamment. Et ensuite, il deviendra l'Homo sapiens sapiens. Et qui serons-nous demain? Point d'interrogation. Maintenant, pour vous situer un petit peu euh, les, euh, les différentes espèces qui ont été trouvées, pas toutes, hein, mais une petite poignée, je vais vous parler d'une petite poignée. L'Homo habilis. Alors, on considère que dans la catégorie Homo habilis rentrent l'Australopithecus africanus, le Pléisanthropus, le Paranthropus, le Thélanthropus et le Sagianthropus de, de Tasmanie, Sagianthrope. Singe étant l'abréviation du mot arabe. Hein, voilà. Donc, au niveau de l'Homo erectus, on trouve deux catégories surtout très importantes: le synanthrope, découvert par Dr Paille et par Teilhard de Chardin en Chine, le synanthrope, et le pithécanthrope en 1926 par la 27, et le pithécanthrope
découvert à Java par Dubois dans les années 1880, le Pithecanthrope. Maintenant, en tant que Néandertal. Alors, il faut préciser que l'Homo heidelbergensis, 800 000 ans avant notre ère, c'est l'ancêtre de l'homme de Denisova et du Néandertal. Alors, parmi les néandertaliens, on trouve l'homme de Naledi, qui vécut 300 000 ans à 200 000 ans avant notre ère. L'homme de Denisova, 48 000 ans, 30 000 ans. L'homme de Flores. Flores, c'est une île en Indonésie. L'homme de Flores qui vécut à peu près 18 000 ans, il y a 18 000 ans. Et l'homme de Luzon. Luzon, c'est la plus grande des îles de l'archipel du de l'archipel des Philippines, qui a vécu à 6500 ans. Ce sont des pygmées, hein, l'homme de Flores et l'homme de, de Luzon. Et bien sûr, dont je vous ai parlé, Heidelbergensis de Heidelbergensis, qui est l'ancêtre de l'homme de Denisova et du Néandertal, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé cette petite conférence très courte en archéopaléontologie. J'espère que si j'ai fait quelques petites erreurs à ce niveau-là, vous me les pardonnerez, car l'homme n'est pas parfait et je suis loin d'être parfait. Merci à vous, à bientôt.